Nous attirons l'attention sur les déclarations de l'administration américaine et du gouvernement allemand concernant les projets de déploiement, à partir de 2026 sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, de complexes américains de missiles de haute précision à longue portée. Leur rayon d'action comporterait d'importants objets russes de l'administration, de l'État et de l'armée, nos centres administratifs et industriels et nos infrastructures de défense. Et le temps de vol vers des cibles sur notre territoire de tels missiles, qui pourraient à l'avenir être équipés d'ogives nucléaires, prendrait environ 10 minutes. Dans le même temps, lors d'exercices, les États-Unis ont déjà transféré des systèmes de missiles Typhoon de leur territoire vers le Danemark et les Philippines. Cette situation rappelle les événements de la guerre froide liés au déploiement de Pershing américains en Europe, des missiles de moyenne portée. Si les États-Unis mettent en œuvre de tels plans, nous nous considérerons comme libérés du moratoire unilatéral précédemment imposé sur le déploiement de moyens de frappe à moyenne et courte portée, y compris le renforcement des capacités des forces côtières de notre flotte navale. Il faut quand même comprendre que la Russie peut répondre et peut faire la guerre comme, par exemple, les Européens et les Américains, ils ont fait en Irak ou en Libye. On ne fait pas ça en Ukraine, mais on peut le faire. Et à ce moment-là, l'infrastructure routière allemande ne sera pas prête. Est-ce que les dirigeants européens font semblant de ne pas comprendre les exigences sécuritaires russes? Bien sûr, ils ne veulent pas comprendre et ils ne veulent pas même discuter. Les exigences de sécurité, c'est très simple. J'ai déjà expliqué que si jamais il y a des missiles de l'OTAN sur le territoire ukrainien, donc pour nous, ça nous réduit à 1 minute et demie le moment de prendre la décision à se défendre. Donc pour nous, c'est une chose très importante. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas le territoire ukrainien, nous voulons la sécurité de la Russie. C'est tout. Est-ce que nous avons atteint la ligne rouge dans cette confrontation? Toutes les discussions sur les lignes rouges, c'est relatif, parce qu'aujourd'hui, la ligne rouge est là, après il est là, donc à chaque fois, on attend beaucoup de déclarations sur les lignes rouges. Mais je peux dire que les Russes, ils ont beaucoup de patience, mais pas autant que pensent certains leaders européens. Donc il faut quand même comprendre que la Russie peut répondre et peut faire la guerre comme, par exemple, les Européens et les Américains, ils ont fait en Irak ou en Libye. On ne fait pas ça en Ukraine, mais on peut le faire. Et à ce moment-là, l'infrastructure routière allemande ne sera pas prête. Et il y a un autre conflit dans le monde qui inquiète les gens, c'est le conflit entre Israël et la Palestine. Et on a dit un petit mot lors de notre dernier dialogue avec vous en novembre. Est-ce que le rôle de la Russie ou l'opinion de la Russie a changé depuis? Non, en fait, nous sommes contre les doubles standards qui sont en fait les mêmes pour le conflit en Palestine et Israël et pour le conflit Russie-Ukraine aussi. Donc il y a toujours, pour l'opinion publique, les mauvais, c'est les Russes et les Palestiniens, et les bons, c'est les Israéliens et Ukrainiens qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent envoyer les missiles sur les jardins d'enfants, sur les hôpitaux, tuer les civils, etc. Et il y a toujours des mauvais qui ne tuent pas les civils, mais qui sont mauvais dans l'opinion publique. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, n'importe quel mensonge se disperse. Donc, on va voir quand ça va passer, mais malheureusement, pour l'opinion publique européenne notamment, il y aura un moment de quelque chose, de découverte très, très triste pour eux. Vous êtes d'accord avec Alexei Pouchkov, que j'ai interrogé la semaine dernière, et qui a dit que la Russie n'est pas en conflit avec les peuples de l'Europe, mais avec leurs dirigeants? Bien sûr, non, ça c'est clair. Moi je peux dire que même quand je dis des choses désagréables sur les dirigeants français ou sur leur politique envers la Russie, les simples Français me soutiennent, ils me disent bah oui, continuez de dire la vérité, monsieur Tolstoï, c'est bien, etc. Donc on comprend très bien que le système politique d'aujourd'hui ne représente pas vraiment ce que pensent les Français. Ça se voit après l'élection parlementaire, ça se voit par plusieurs choses. Aujourd'hui, on voit Paris avec les barrages olympiques, avec le baignoire dans la Seine, etc. Mais ça ne représente pas la France pour moi. Ça ne représente pas le peuple français. Et ça ne représente pas l'amitié franco-russe qui existe depuis des siècles. Là, on est bien d'accord, le dialogue franco-russe, on est bien placé pour le confirmer.
Si demain, lors d'une grande conférence pour la paix, ou autrement vous rencontrez M. Macron, qui est encore président de France, que vous voudriez lui dire? Rien. Moi, j'ai aucun message à M. Macron. Moi, j'aimerais bien rencontrer peut-être Brigitte, mais lui, non. Le dialogue entre la Russie et la France est quasi inexistant, je dirais nul. Moi, je ne parle pas des sociétés civiles, puisque les sociétés civiles, heureusement, communiquent. Combien de temps, vous pensez, il nous faut pour revenir à la normale, et surtout économiquement parlant? On sait très bien que l'Europe est endettée, la France est endettée, et on a parlé lors de plusieurs conférences du dialogue franco-russe notamment. Ce réveil-là économique, est-ce qu'il est possible peut-être avant 10 ans? C'est minimum? C'est minimum. 10 ans pour que Macron et génération de ces leaders faits par les technologies politiques, pour qu'ils partent, pour que de nouveaux leaders européens commencent à fonctionner dans l'Europe, et pour que le dialogue et la confiance, parce qu'en fait, et pour le business, et pour la politique, et pour la sécurité, la base, c'est la confiance. On n'a pas la confiance à des gens qui manipulent à double standard avec un certain nombre de choses qu'ils jugent les principes de l'Europe. Donc il faut au moins 10 ans, à mon avis. Mais la Russie est prête à coopérer? Dans 10 ans, on verra bien. Que pensez-vous de la tentative d'assassinat de Donald Trump? À mon avis, ça a augmenté ça a donné à Donald Trump une certaine priorité dans l'opinion publique américaine, mais on verra comment il va se présenter contre Kamala Harris, qui maintenant représente le camp démocrate. Pour nous, c'est, à mon avis, n'importe quel président américain, il est surtout intéressé par les États-Unis et pas par le monde multipolaire. Mais en fait, n'importe quelle issue des élections américaines montre à l'Europe, met à l'Europe dans une situation difficile. Parce que l'Europe a perdu son souveraineté, entièrement plongée sous la politique américaine, et maintenant avec Trump ou avec Kamala Harris, n'importe qui, ça serait difficile de reprendre de nouveau la voie de l'Europe. Donc la candidature de Kamala Harris, vraiment, c'est toute récente. Elle a été validée en quelque sorte par Soros, puisque j'ai vu hier sur X la photo d'Alexandre Soros et Kamala Harris, donc le monde libéral américain et pas que, valide la candidature du future candidate démocrate. Ouais. Que pensez-vous des élections en général? Est-ce que finalement, c'est vrai que j'ai entendu déjà parler de ça, que peu importe quel candidat, peu importe quel président, ça ne va rien changer, ni pour le cours de la guerre en Ukraine, ni pour les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis, ou peut-être quand même Donald Trump pourrait être, entre guillemets, un candidat plus pacifique pour la Russie? Pour nous, à mon avis, ça ne change pas grand-chose. Pour les États-Unis, la façon dont ils ont présenté une nouvelle candidature démocrate, c'est assez rigolo parce que ça nous montre vraiment le triomphe de la démocratie quand il y a déjà des gens qui ont donné de l'argent pour M. Biden, et du coup, on ignore leur opinion, on met Mme Harris devant dans le camp démocrate. À mon avis, ce qui est important pour les États-Unis, c'est leur notion de la démocratie. Et cette notion de la démocratie, on voit que c'est une vitrine. En fait, il y a des groupes d'influence qui gouvernent les États-Unis, en fait, qui gouvernent le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe occidentale est entièrement sous l'influence des narratifs américains. Donc ce groupe, on voit même si le président Biden ne comprend pas où il est, il y a toujours ses conseillers, il y a toujours Blinken, Sullivan, les autres plus jeunes qui en fait tournent ce mécanisme. Et on voit que ce n'est pas un mécanisme démocratique, ce n'est pas un mécanisme qui s'appuie sur la confiance des électeurs finalement. Ça s'appuie sur le capital, mais sur certains groupes d'influence américains. Et à mon avis, leur intérêt, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie, parce qu'affaiblir la Russie, c'est le but stratégique des États-Unis dans ce conflit. Et leur attend, à votre avis ? Non, non. En fait, ils
ils ont pensé que avec les sanctions, avec les tentatives d'isolation de la Russie, qu'ils peuvent faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Finalement, les sanctions, ils tapent sur les pays qui ont entamé les sanctions contre la Russie. L'isolation, c'est pas le cas parce qu'on a les relations avec tout le monde entier, sauf un petit morceau qui s'appelle l'Europe occidentale et les États-Unis et le Canada. Bon, s'ils ne veulent pas, on s'en fout. Pour revenir à Le Temps, Der Spiegel, un média allemand, a consulté le document confidentiel selon lequel l'Allemagne préparerait un effort logistique gigantesque qui vise à permettre le passage en quelques mois de 800 000 soldats de l'OTAN sur son territoire pour après en route pour défendre l'Europe de l'Est contre la Russie. On est en... Bon, s'avère, ce sont les vraies informations, parce que quand même Der Spiegel est un média assez important. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en été 2024? Est-ce que c'est l'Allemagne qui voudrait prendre une revanche en quelque sorte sur sa défaite contre les Russes? Non, à mon avis, c'est des manœuvres à l'intérieur de l'OTAN, mais ça nous prouve encore une fois que l'OTAN, c'est pas un bloc défensif, parce que c'est ce qu'il dit Spiegel, c'est que les Allemands, ils revisent les routes afin qu'ils puissent faire passer l'armée sur les routes, sur l'infrastructure allemande, infrastructure routière. Ça veut dire quoi? Drac nach Osten numéro 2. Une fois, ils ont déjà essayé de faire ça en 1941, et ça se terminait au Berlin en 1945. Donc j'espère que les Allemands ne vont pas répéter les mêmes fautes. Mais s'ils ont besoin de reviser les routes, à mon avis, c'est très bien. Nous, on n'a pas les routes ici en Russie préparées pour 800 000 soldats de l'OTAN. On a seulement quelques routes pour évacuer les soldats de l'OTAN tués en Ukraine. Et malheureusement, ça se passe chaque jour. Vous êtes en train de communiquer parler avec les dirigeants de l'OTAN? Non, on n'a pas des contacts avec l'OTAN depuis, en fait, 2014. Donc l'OTAN ne veut pas un dialogue avec la Russie, et donc tous les discussions, toutes les communications sur la sécurité européenne sont aujourd'hui interrompues. On verra bien après notre victoire en Ukraine, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la sécurité européenne. C'est sûr qu'il y aura des nouvelles consultations et des nouvelles conditions de la sécurité européenne. Parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je dis ça toujours pour que les gens n'oublient pas la géographie. Et le petit morceau de l'Europe qui s'appelle l'Europe occidentale ou l'Union européenne, il ne peut pas dicter sa volonté à n'importe quel pays, surtout à la Russie. Nous avons parlé du président Zelensky quand on s'est vu la dernière fois en novembre 2023. À l'époque, il ne s'agit pas du tout des négociations. On sait très bien qu'elles ont été sabotées en mars 2022 notamment. Après, il y a un mois, 2 mois, le fameux sommet pour la paix, mais sans la Russie. Et aujourd'hui, apparemment, Zelensky est prêt à négocier avec la Russie. Comment vous voyez cette future potentielle négociation? Parce qu'à un moment donné, ça doit arriver. D'abord, Zelensky et compagnie, ils ont voté la loi qui leur interdit toute négociation avec la Russie. Donc pour discuter de négociation, il faut en fait reviser cette décision du Parlement ukrainien. Deuxièmement, Zelensky est un président illégitime, son mandat est terminé, pour la Russie il ne représente pas le peuple ukrainien. Son rhétorique est compréhensible parce que même Boris Johnson qui lui a donné l'ordre d'aller jusqu'au bout, faire la guerre contre la Russie au moment des négociations d'Istanbul, même Johnson est allé voir Trump pour consulter à probable variant, qu'est-ce qu'on peut proposer à les Russes pour terminer la guerre. Donc pour Zelensky, c'est le moment difficile parce que il ne s'appuyait pas sur le peuple ukrainien, mais il s'appuyait toujours sur le soutien américain et le soutien de l'Occident en général. Aujourd'hui, on voit que ce soutien n'est plus là, donc il est un peu dans l'air, et c'est pour ça qu'il commence à dire, voilà, on ne peut pas, cette guerre est très difficile pour l'Ukraine. Évidemment, c'est très difficile. Il y a certains dirigeants européens qui voudraient améliorer et surtout accélérer ce processus de négociation, notamment Viktor Orban qui a fait toute une tournée en faveur de la paix. Est-ce que vous pensez que finalement les personnes comme ça, il y en a plusieurs, ils voudraient également contribuer à être avec la Russie pour négocier?
Tout l'effort pour revenir à la diplomatie, c'est bien, mais nous, on doit d'abord attendre les buts de notre opération militaire spéciale. Deuxièmement, malheureusement, je dois constater que les leaders européens n'ont pas ni le mandat, ni la souveraineté pour négocier la paix du côté de l'Ukraine, de la Russie. Même M. Orban, il a toujours fait son tournée pour donner de l'information à Donald Trump sur la situation et sur la position de la Russie, de la Chine et de l'Ukraine, pas plus. Donc à mon avis, c'est pas eux qui vont jouer un rôle dans le futur peut-être issue diplomatique du conflit. Que dites-vous à ces personnes-là? Elles sont nombreuses depuis 2 ans et demi, nous on les voit dans les médias mainstream, mais pas que, qui accusent la Russie systématiquement de crimes de guerre. Écoutez, pour l'instant, ils n'ont rien prouvé. Même les noms des victimes de soi-disant crimes à Boutcha, on ne les connaît pas. Et ils refusent à donner des noms des gens qui ont été tués à Boutcha. On ne sait pas par qui. Mais dans toutes les accusations des crimes de guerre, ça fait partie d'une campagne de propagande anti-russe qui aujourd'hui domine dans les médias occidentaux. On a le temps devant nous, donc peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, ça va passer. C'est comme une maladie. On peut pas faire un traitement à un malade et discuter sérieusement. Il faut d'abord qu'il guérisse. Vous êtes d'accord avec le président Poutine qui a dit, je pense que c'était dans son interview avec Tucker Carlson, que finalement on vit, les Russes et les Ukrainiens vivent une vraie guerre civile? C'est pour la première fois peut-être qu'il a utilisé ce terme. Pour nous, c'est une situation très difficile, mais ce n'est pas pour la première fois en Europe de l'Est que, par exemple, regardez le conflit entre les Serbes et les Croates dans les années 90. Quand l'Occident a accusé les Serbes qui sont mauvais, et les Croates et les Bosniaques qui sont très bons. Et ils ont même ils ont construit le tribunal à La Haye. Donc il y en a plein d'exemples comme ça, des peuples qui sont très proches et qui font la guerre à cause de la participation de l'Occident. S'il n'y avait pas un soutien de l'Occident au régime ukrainien, il n'y aura pas cette guerre, il n'y aura pas des victimes, etc. Et ce n'est pas l'agression russe, comme on dit dans les médias, c'est l'agression de l'Occident qui a commencé avec le coup d'État à 2014. Pour nous, c'est comme ça. Et donc, nous sommes en train de terminer la situation, pas commencer. Donc, on espère qu'au moment quand on va atteindre les buts de l'opération spéciale, on aura la paix entre les Russes et les Ukrainiens. Et bien sûr, pour nous, c'est presque une guerre civile, oui. Est-ce que vous avez les chiffres en tête de tous ces Russes qui sont partis au début du conflit? Je sais qu'ils reviennent. En fait, ils ne sont pas considérés, entre guillemets, on m'a demandé est-ce que les Russes peuvent rentrer, ceux qui sont partis au début peuvent rentrer calmement en Russie, continuer à travailler, etc. Vous le confirmez qu'effectivement, les gens partent, les gens sortent et ils vivent une vie quotidienne normale? Oui, bien sûr, mais je peux dire que d'après les données du gouvernement sur les spécialistes dans Haïti, nous avons les chiffres. C'est 80% qui sont revenus en Russie et travaillent aujourd'hui en Russie, qui ont passé en Géorgie, en Arménie, en Serbie, dans d'autres pays. Et après, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur et ils ont rentré à la maison pour travailler, gagner de l'argent, faire grandir leurs enfants, etc. Donc, vie en émigration, c'est difficile. Mais ceux qui sont partis et qui ne veulent pas revenir, très bien, ils vont travailler ailleurs, ils vont travailler dans d'autres pays, il n'y a aucun problème. Les propos de Piotr Tolstoï reflètent une vision critique et sceptique des relations internationales actuelles, notamment entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Tolstoï adopte une posture qui met en avant la souveraineté et l'indépendance de la Russie face à ce qu'il perçoit comme une domination et une influence excessive des États-Unis sur l'Europe. Son opinion sur l'effet de la tentative d'assassinat de Donald Trump sur la politique américaine met en lumière l'importance des dynamiques internes américaines et leur impact potentiel sur la scène internationale. Il montre également un scepticisme marqué envers les processus démocratiques américains, qu'il juge manipulés par des groupes d'influence. En ce qui concerne les sanctions, Tolstoï défend la résilience de la Russie et critique l'efficacité des mesures occidentales, suggérant qu'elles ont des effets contre-productifs. Son analyse des préparatifs de l'OTAN en Allemagne et des tensions militaires reflète une préoccupation pour la stabilité régionale et une mise en garde contre les erreurs historiques. La légitimité de Zelensky et les perspectives de négociation de paix sont abordées avec une perspective de méfiance et de critique envers le soutien occidental à l'Ukraine.
Tolstoï exprime une vision où la Russie est injustement accusée de crimes de guerre et dénonce ce qu'il considère comme des doubles standards occidentaux. Les commentaires sur les relations russo-européennes révèlent un fossé perçu entre les gouvernements européens et leur peuple, avec une reconnaissance d'un soutien populaire en France pour la Russie. Enfin, son absence de message pour Macron et sa prévision d'une période prolongée de reconstruction de la confiance économique en Europe soulignent une vision pessimiste à court terme mais ouverte à une coopération future basée sur la confiance. En somme, Tolstoï peint un tableau d'une Russie en résistance face à une hégémonie occidentale, critiquant les politiques et les structures de pouvoir en place, tout en exprimant une volonté de voir une Europe plus indépendante et capable de dialogue constructif à l'avenir. Voici 5 leçons d'excellence que l'on peut tirer de l'entretien avec Piotr Tolstoï pour évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle. 1. Résilience et adaptabilité. Tolstoï insiste sur la capacité de la Russie à résister aux sanctions et à maintenir des relations internationales malgré les défis. La résilience face aux difficultés et l'adaptabilité aux nouvelles situations sont des qualités essentielles pour surmonter les obstacles dans la vie personnelle et professionnelle. Apprendre à s'adapter et à rebondir après des échecs ou des difficultés est crucial pour la réussite. 2. Souveraineté et indépendance. Tolstoï valorise l'importance de la souveraineté et de l'indépendance, tant pour les nations que pour les individus. Dans le contexte personnel et professionnel, cela signifie avoir la capacité de prendre des décisions indépendantes et de ne pas être excessivement influencé par des pressions extérieures. Cultiver une pensée critique et rester fidèle à ses valeurs et principes peut renforcer son autonomie et sa confiance en soi. 3. Critique constructive et vision à long terme. Tolstoï critique les politiques actuelles tout en envisageant des solutions et des perspectives à long terme. Appliquer une critique constructive dans son travail et sa vie personnelle, tout en gardant une vision à long terme, permet de s'améliorer continuellement et de rester orienté vers des objectifs plus grands. Il est important de ne pas se contenter du statu quo mais de chercher constamment des moyens d'innover et de progresser. 4. Importance de la confiance et des relations. La mention de Tolstoï sur la nécessité de la confiance pour une coopération économique et politique souligne l'importance des relations de confiance dans tous les aspects de la vie. Construire et maintenir des relations basées sur la confiance et l'intégrité est essentiel pour une carrière réussie et pour des interactions personnelles harmonieuses. Investir dans la construction de relations solides peut ouvrir des portes et créer des opportunités. 5. Reconnaissance et soutien populaire. Tolstoï met en avant le soutien populaire pour certaines idées, même si elles sont en désaccord avec les politiques officielles. Cela souligne l'importance de comprendre et de respecter les opinions et les besoins des autres. En milieu professionnel, cela peut se traduire par une écoute attentive et une réactivité au feedback des collègues, des clients ou du public. En valorisant et en répondant aux attentes des autres, on peut créer un environnement plus coopératif et productif. Ces leçons montrent qu'en développant la résilience, l'indépendance, une vision critique et à long terme, en construisant des relations de confiance et en étant à l'écoute des autres, on peut constamment évoluer vers l'excellence dans tous les aspects de sa vie. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.